Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal du dimanche 25 août. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits, votre météo à venir. Et les 100 ans de l'AS Monaco Football fêtés dignement hier soir par l'équipe actuelle sur le terrain avec un succès tout en maîtrise à Lyon, 2-0. Nous reviendrons sur cet anniversaire avec la légende en matière d'avant-centre, le goléador d'Elionis et ses 299 buts inscrits en championnat, alors que Norbert Siri, mémoire vivante du club, nous présentera son tout dernier ouvrage teinté de rouge et blanc. Belle occasion aussi pour en profiter, pour en visiter le Stade Louis II et se remémorer moult souvenirs du club au maillot à la célèbre diagonale dessinée à l'époque par la princesse Grace. Une belle rencontre, tête en l'air, avec Alain Kruteanski, le président des aéronautes de Monaco, qui nous dévoilera les projets en apesanteur de son club au Perché. Pour beaucoup, la semaine prochaine rimera avec retour à la maison. Alors profitez-en pour vous souvenir de belles choses, comme pourquoi pas une soirée sur un des rooftops d'exception en principauté, ou encore une balade en scooter sous-marin au large de Monaco. On avait pas d'autre choix, ce sont les premiers mots prononcés par l'éco-aventurier suisse Noam Yaron, contraint de renoncer à son projet de record en nage libre entre Calvi et Monaco, avec en exergue, on le sait, un message fort pour la préservation de l'environnement marin, en nageant tout au long de la ligne virtuelle du sanctuaire Pélagos. Les conditions météo, la fatigue, la houle et les courants contraires ont eu raison de la volonté du jeune champion suisse après 100 km de nage parcourus en Méditerranée sur les 180 espérés. Le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1 à Zandvoort devant plus de 300 000 spectateurs. Lando Norris a pris le meilleur sur l'enfant du pays, Max Verstappen, qui disputait là son 200e Grand Prix. Charles Leclerc termine lui sur le podium, 3e. Prochain Grand Prix dans une semaine à Monza sur les terres rouges de Ferrari. En rugby à 7, la deuxième étape de l'Inextenso Rugby Sevens à La Rochelle, après avoir échoué en demi-finale la semaine dernière à Mont-de-Marsan. Hier soir, le MR7 du président Emmanuel Falco, le Monaco Rugby Sevens, s'est incliné face au vainqueur déjà il y a 7 jours de la première manche, l'Union Bordeaux-Bègles. Après avoir pris pourtant un meilleur départ, Monaco s'est fait rattraper puis dépassé inexorablement par les Girondins après avoir écopé de 2 cartons jaunes, synonyme d'un carton rouge pour l'Argentin Augustin Fraga, laissant ainsi ses coéquipiers en infériorité numérique à 6 contre 7 pour terminer la rencontre. Et bien au final, pas de miracle et une défaite 19-12. Troisième étape samedi prochain à Pau, avec encore et toujours en tête pour les champions de France 2022, la quête d'un premier succès cet été. Et puis comment ne pas revenir sur la super performance des footballeurs de l'AS Monaco FC, vainqueur 2-0 à Lyon du premier vrai grand choc de la saison. 2 matchs, 2 succès, 6 points et 0 but encaissé. 2 clean sheets qui rassurent sur la solidité défensive du groupe monégasque. Ajoutez à cela le talent d'Eliès Benseghir et le réalisme de Lassana Camara, tous 2 buteurs hier soir. Et vous obtenez la confirmation des ambitions des Rouges et Blancs cette saison qui rejoueront dimanche prochain à 15 h face à Lens avant la première trêve internationale de ce début d'année et la nouvelle formule mi-septembre de la Ligue des Champions. Un succès à Lyon qui tombe quelques heures seulement après avoir fêté en principauté le centenaire du club. Monaco à jamais parmi les plus grands dans l'univers collectif du football. Joueurs, techniciens, dirigeants, performances, un vrai style, une certaine idée de l'élégance dans le monde du football, comme le résume si bien Norbert Siri, l'historien du club princier, auprès de Julia Vial dans son livre, le livre du centenaire. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. C'était important pour vous, je crois, d'aller à la rencontre des supporters, eux qui ont aussi façonné l'histoire du club de la Principauté. Ah ben bien entendu, hein, quand on écrit l'ouvrage sur les 100 ans de l'AS Monaco, c'est pour le public en général et pour les supporters en particulier, notamment ceux de Monaco, même s'ils ne sont pas nombreux, ils sont de qualité. Et la preuve, c'est qu'ils sont là et qu'ils attendent de faire signer leur ouvrage et sont tout heureux de voir également Delionis à mes côtés, qui est le recordman des buts de l'histoire du championnat de France, avec 299 buts, et je crois que c'est un record qui ne sera jamais battu. L'AS Monaco FC célèbre donc cette année ses 100 ans d'existence. Dans votre ouvrage, vous faites redécouvrir la grande histoire du club, mais aussi les petites anecdotes qui ont finalement aussi construit sa légende.
Oui, parce que, écoutez, on a choisi de présenter le livre par thème. Donc vous avez les grandes saisons, vous avez les grandes personnalités, vous avez ce qu'on appelle le Hall of Fame, même si je n'aime pas trop utiliser un terme anglais. Mais pour agrémenter l'histoire du club qui aurait pu paraître un petit peu aride, on a effectivement des anecdotes, des citations qui illustrent très bien le propos. Vous proposez dans ce livre de retrouver justement toutes les personnalités emblématiques qui sont passées à Monaco, entraîneurs, joueurs. Pouvez-vous nous en citer justement quelques-uns, même si je me doute qu'il doit y en avoir beaucoup? Ah, ils sont très nombreux, mais disons, comme président, on a eu quand même 3 grands présidents. On a Antoine Romagnan, Jean-Louis Campora, bien évidemment, avec 28 ans de présidence, et maintenant le président Ribolovlev qui a quand même sauvé le club à une époque où il n'était pas très brillant. Ensuite, comme entraîneur, vous avez évidemment Lucien Leduc, Arsène Wenger, Claude Puel, Didier Deschamps, Louis Pironi, qu'on oublie aussi, même s'il n'a pas été toujours entraîneur de l'équipe première. C'était un grand entraîneur, un grand pédagogue dans le passé. Et puis comme joueur, évidemment, vous avez tous les joueurs de l'âge d'or en 60-63. Vous avez Douis, Théo, Hidalgo, Biancheri, Lucien Cossou, qui vient d'être dépossédé de son titre de deuxième buteur de l'histoire de l'AS Monaco par Ben Yedder, qui lui est passé devant pour quelques buts. Vous avez ensuite, plus récemment, vous avez Glenn Hoddle, vous avez Thierry Henry, David Trezeguet, tous ces joueurs qui ont en plus ont fait le bonheur de l'équipe de France, notamment en 98 pour le titre de champion du monde. Et puis encore maintenant, évidemment, vous avez Falcao, vous avez Mbappé. Ils sont très nombreux, je suis désolé auprès de ceux que j'ai oubliés. Jean-Luc Ettori, bien sûr. Voilà. Vous avez vous-même une histoire particulière avec le club rouge et blanc, historien mais aussi ancien président du club de supporters. Comment avez-vous justement décidé de construire cet ouvrage avec le soutien, je le rappelle, des éditions Amphora? Écoutez, c'est Julien Crévulier, le directeur de la communication, qui m'a contacté pour écrire le livre. Donc j'ai eu du mal à refuser, vu la relation que j'avais avec le club. Donc moi j'étais très fier d'être choisi, et je l'ai fait avec un grand plaisir. Et on l'a fait aussi en collaboration avec la direction de la communication de l'AS Monaco. Donc c'est comme ça que la présentation par thème a été choisie, c'est comme ça qu'on a choisi certains joueurs et pas d'autres. Je m'excuse notamment en particulier de ne pas avoir pu présenter tout le monde, mais c'est comme ça, il fallait faire un choix. Et puis donc pour moi c'était tout naturel que supporter de l'AS Monaco depuis ma tendre enfance, ça me paraissait naturel que je présente l'AS Monaco, notamment pour ce centenaire. Comme disait la Palisse, ça n'arrive qu'une seule fois dans l'histoire. En préface, on peut retrouver les mots du prince Albert II, premier supporter du club, mais aussi ceux du président de l'AS Monaco. Ah, mais il faudrait le leur demander, mais bon, le prince Albert, c'est le supporter numéro 1 de l'AS Monaco. Dès qu'il peut, il vient assister au match. Il est évident que sa préface est un éloge au club qu'il adore. Et de même pour le président Ribolovlev, je ne veux pas parler à sa place, mais il est évident que c'est grâce à lui que l'AS Monaco a été racheté d'une période en 2011 où elle n'était pas très brillante, et c'est grâce à lui que l'AS Monaco a été sauvée, récupérée, parce qu'elle était dernière de la Ligue 2 et qu'elle pouvait aller plus bas, et ça aurait peut-être signifié la fin du professionnalisme à l'AS Monaco. Merci Norbert Siri d'avoir été présent sur Monaco Info. Je vous en prie. Et en matière de souvenirs et d'efficacité en 100 ans de football à Monaco, difficile de ne pas aller à la rencontre d'un buteur d'exception. L'Italo-Argentin aux 299 réalisations en Ligue 1, feu la première division. Le légendaire De Leonis qui revient sur l'évolution de son club de cœur aux côtés de Vanessa Dessi et Camille Caloni. L'évolution du club, c'est un peu difficile. C'était quelque chose de complètement différent à l'époque. C'était plutôt famille. Et maintenant, c'est plutôt, disons, commercial. Je ne sais pas comment l'expliquer vraiment. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est
c'est toujours mon club de cœur, jusqu'à la mort. La preuve, c'est que je suis venu vivre ici, donc j'aime beaucoup ça. Et de toute façon, c'est l'endroit aussi où je plus réussi en numéro, disons. Les buts, la plupart, je les ai marqués ici. Et oui, je suis heureux d'être ici parmi vous et j'espère pouvoir signer quelques autographes. Et pour que la page football soit complète en cette période de centenaire en rouge et blanc, ne manque plus que le tour du propriétaire, la visite du Stade Louis II. Je vous propose de suivre Christine Datomel. Une manière de découvrir et de redécouvrir les différentes facettes du Stade Louis II de manière ludique et originale. Par petits groupes de 30 personnes, vous pourrez déambuler tels des athlètes dans l'enceinte du Stade Louis II. Une visite dure en moyenne 45 minutes, l'occasion d'en apprendre davantage sur les différents sports qui se pratiquent au Louis II, mais aussi de découvrir les coulisses de l'AS Monaco. On a un parcours qui est fixe, donc à savoir on commence par le centre nautique Albert II, ensuite on fait la salle Gaston Médecin. Là nous nous trouvons dans la circulation des salles de sport, puisqu'en fait beaucoup de gens ils n'imaginent pas qu'on puisse avoir d'autres salles de sport, donc on montre le dojo, la salle d'escrime et la salle de boxe, et ensuite nous allons dans les vestiaires de l'ASM Football Club, puis sur le terrain. Bien entendu, en fonction de l'utilisation et de la mise à disposition des manifestations, des travaux, on ne peut pas tout montrer aux visiteurs. Donc en fait, chaque jour, on adapte le parcours en fonction des disponibilités des salles. Je suis un grand fan de l'AS Monaco. Alors forcément, visiter le stade pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Faire voir à mes enfants, comme on est venu au match ce week-end, c'est nos vacances, donc c'est pour ça qu'on voulait voir le stade de Monaco. Moi, je l'ai déjà vu, mais pas eux. Et alors, ça fait combien de temps que vous êtes fan de l'AS Monaco? Ça doit faire plus de 20 ans. Et si beaucoup comme Grégory souhaitent visiter le Stade Louis II pour découvrir l'antre des rouges et blancs, une autre discipline est en passe de prendre le relais. Ce qui plaît le plus jusqu'à présent, c'était beaucoup le foot. Le football, les vestiaires, le terrain, le stade. Mais on a de plus en plus de personnes qui viennent pour tout ce qui est Roca Team, justement, et pour le basket, puisqu'on a une demande accrue au regard des saisons actuelles du basket. Donc on a de plus en plus de demandes pour la salle de Gaston Médecin. Actuellement en travaux, la salle Gaston Médecin ne peut être visitée actuellement, mais les visites devraient reprendre d'ici le mois de septembre. Pas la peine de réserver vos places à l'avance, il vous suffit de venir au Stade Louis II 10 minutes avant chaque séance. 5 séances par jour sont organisées du lundi au vendredi, et ce jusqu'à la mi-octobre. On va prendre maintenant un peu d'altitude avec le président du club des aéronautes de Monaco en cette belle fin de saison estivale. Ses projets, ses défis et l'actualité de son club. Entretien signé Julia Vial. Bonsoir à vous, Alain Crutéonski. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir de nouveau sur notre antenne pour faire le point sur les projets des aéronautes de Monaco. Tout d'abord, j'aimerais avoir des nouvelles forcément de votre montgolfière écologique aux couleurs de la Principauté qui continue son tour du monde actuellement. Oui, écoutez, ce sont plutôt des bonnes nouvelles parce que de plus en plus de partenaires nous rejoignent, de plus en plus de partenaires et d'entreprises de Monaco comprennent le message qu'on veut faire passer concernant les économies d'énergie et l'utilisation de biocarburants. Et donc nous sommes très contents parce que ça nous permet de continuer nos projets et de montrer l'exemple dans le domaine de l'aéronautique. Après l'Italie, l'Espagne, je crois que vous préparez cette fois-ci un voyage en Arménie. C'est ça, c'est notre actualité brûlante. Nous avons le privilège d'avoir été invités à un festival qui est assez extraordinaire et qui est réservé à très peu de pilotes. C'est un privilège que de pouvoir aller en Arménie au mois d'octobre, du 12 au 16. Donc nous allons survoler les plus beaux paysages d'Arménie. Nous allons nouer des liens aussi avec ce pays qui est exceptionnel, avec une ville magnifique comme Erevan, le lac Sevan, avec en fond le mont Ararat, là où Noé s'est posé avec l'arche. Donc c'est vraiment un privilège de pouvoir préparer cette expédition. Quel retour finalement vous avez sur le terrain par rapport à l'envol de cette montgolfière écologique qui est finalement, je le rappelle, à l'image de votre travail pour une approche respectueuse de la planète dans la pratique de l'aéronautique ?
Écoutez, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes invités. D'abord, nous sommes invités parce que nous représentons la principauté et que la principauté, grâce au souverain, a une parole qui est écoutée dans le monde concernant l'écologie réaliste, on va dire. Et ensuite, c'est vrai que comme nous avons la montgolfière aujourd'hui qui est la plus performante en termes d'économie d'énergie, les gens sont curieux de nous rencontrer. Nous ne gardons rien pour nous. Nous désirons partager notre expérience afin que les autres pilotes basculent sur ce type de pratique. Alors en parallèle de ce beau projet international, c'est vrai, on est en plein mois d'août, donc moi je pense forcément aux activités un petit peu estivales et c'est vrai que le club continue à développer notamment les baptêmes de l'air qui se font, je crois, à Mondovì en Italie, en France, à Gap. Alors pourquoi déjà avoir choisi ces deux localisations pour voler ? Parce que s'il est très facile de décoller de Monaco, c'est très compliqué d'atterrir dans les environs. Donc les projets de départ pour les baptêmes de l'air au départ de Monaco, c'est très très compliqué. C'est plutôt ajourné et on va attendre que le ciel soit clément avec nous. Par contre, c'est notre base de Mondovì qui est notre base principale. Premièrement, on a un accueil extraordinaire de la part des Italiens et des Piémontais. Et la particularité de Mondovì, pour l'Italie, c'est la capitale de la montgolfière parce que nous sommes dans un environnement montagneux, mais nous volons au-dessus de la plaine. Donc on a la beauté de la montagne et la facilité de pouvoir trouver des champs pour nous poser. Les vols ont d'ailleurs lieu tôt le matin ou en fin de journée pour éviter les turbulences. Alors expliquez-nous vraiment pourquoi est-ce que ça bougerait trop en plein milieu de la journée ? Non, c'est carrément dangereux de décoller en pleine journée. Nous attendons, si vous voulez, que l'atmosphère se calme. Une montgolfière est une chose fragile, on a le contrôle que sur un seul vecteur, c'est la montée et la descente. Et il faut que l'air dans lequel nous évoluons soit stable. Et pour ceux qui aimeraient se rendre d'un point A à un point B en montgolfière, eh bien c'est tout bonnement impossible. Expliquez-nous là aussi pourquoi. Simplement parce que c'est le vent qui nous pousse. Ça reste une des dernières aventures humaines possibles aujourd'hui. Moi, demain, si je sais exactement où je vais me poser, ça ne m'intéresse plus de faire de la montgolfière, j'arrête. C'est justement cette glorieuse incertitude de ce sport qui nous fait continuer, qui nous fait découvrir, même en décollant 100 fois du même endroit, on ne va jamais faire 100 fois le même vol. Toujours au gré du vent, si je comprends bien. Absolument, et il faut que ça continue comme ça. De toute façon, à partir du moment où vous rajoutez quelque chose sur une montgolfière, ça devient un avion ou un hélicoptère. C'est l'évolution logique, mais nous on reste sur quelque chose qui est très rustique, très moderne, parce que tout ce qu'on utilise comme matériel est très moderne, mais par contre, on tient à garder cette rusticité et ce contrôle limité de la machine. Un sport qui nécessite de bien appréhender tous les tenants et les aboutissants de la montgolfière. Le club continue en ce sens son activité de formation de pilotes. Alors combien en comptez-vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le club compte 5 pilotes. Dont mon propre fils qui a 24 ans, donc le plus jeune. Et on a quand même des pilotes de renom comme Bertrand Piccard, comme Bob Berben. Voilà, on a une belle... et Guy Boucart qui m'a accompagné lorsqu'on a décollé, on a eu le privilège de décoller du Palais pour le seul vol à ce jour de l'histoire de la montgolfière de Monaco. Donc voilà, on est bien entouré, ne vous inquiétez pas. Avant de se quitter, j'aimerais également que vous nous parliez de la Coupe Prince Albert II qui voit le jour en cette année 2024, je crois. Écoutez, elle devait voir le jour cette année, malheureusement, mais ça c'est le prix à payer de notre activité. Les conditions météorologiques ne nous ont pas permis de décoller. Donc elle est reportée à 2025 en espérant que le ciel nous soit clément, parce que c'est une opération qu'on ne peut lancer qu'avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'engagement de la part des partenaires et des pilotes et de l'équipe, mais ce sera toujours le ciel qui va décider. Merci beaucoup à vous, Alain Crutéanski, de nous avoir dévoilé les dernières actualités de l'été pour le club des aéronautes de Monaco. Je vous remercie de m'avoir invité. Les airs, la terre, la mer et ces petits plaisirs du moment, comme l'envie d'une plongée d'une nouvelle ère, le scooter sous-marin, activité que vous présentent Juliette Rappert et Camille Caloni. Il est 8h sur le sentier des douaniers de Cap d'Aille et Julien Barbagallo, instructeur d'apnée, prépare le matériel pour une randonnée palmée pas comme les autres. C'est la nouvelle activité aquatique à découvrir cet été, le scooter sous-marin, et vous n'avez pas forcément besoin d'être expert en la matière.
Alors justement non. Alors effectivement, avoir une expérience ça aide, parce que ça permet de s'amuser, pour les apnéistes de s'amuser à tout de suite descendre un petit peu. Les gens qui ont l'habitude de faire du snorkeling, ils connaissent le matériel, au moins le masque tuba. Néanmoins, c'est ouvert aux personnes, on va prendre le temps, 5-10 minutes à bien montrer le matériel et très facilement, ils vont prendre en main le scooter, voire même ça va les aider pour les personnes ou les rassurer les personnes qui ont du mal à nager. C'est ouvert aux débutants, même aux enfants. On a des petits modèles où ils vont se mettre sur une petite planche et avec 2 petites gâchettes, ils vont se diriger. Que ce soit pour explorer les fonds sous-marins ou simplement vous amuser, ce propulseur équipé d'un moteur électrique à hélice promet de vous faire vivre des sensations inédites. L'idée, c'est d'allier les deux un petit peu, d'avoir ce côté un petit peu ludique, nouvelle sensation du scooter, et à un moment savoir s'arrêter, regarder un petit peu les poissons et de bouger comme ça, effectivement. Saupe, saran et même un joli poulpe sont venus saluer les plongeurs. Une nouvelle façon de se déplacer et profiter de la Méditerranée. C'était la première fois et c'était vachement cool. On se sent un peu comme un Ironman sous l'eau et on peut voir plein d'espèces de poissons passer sous les grottes. Ça m'a beaucoup plu. Moi j'ai pu aller un peu plus loin que là où je vais d'habitude du coup. C'était facile, on se fatigue moins aussi. On a quand même le professeur qui est là pour nous expliquer du coup toutes les espèces, etc. qu'on ne connaît pas par nous-mêmes. Là j'ai vu 2 choses qui étaient super intéressantes. La première en apnée pure, de pouvoir descendre et rester plus longtemps. Et découvrir, vraiment descendre, aller sous un rocher, des choses comme ça. Qui normalement font consommer pas mal d'oxygène, puis là finalement on y va en 2 secondes et du coup on peut se balader beaucoup plus longtemps. Après ce que j'ai bien aimé aussi, c'était pas en apnée, de juste regarder, de juste se balader en fait, d'être en surface et de regarder les poissons et juste ça en fait ça change et je trouvais ça super intéressant. Alors si vous êtes en quête de nouveautés, n'hésitez plus, plongez. Autre grand plaisir de l'été, la découverte des rooftops monégasques. Vue, ambiance, dégustation, présentation de 2 de ces lieux d'exception en principauté avec Alban Gingembre. Quel meilleur endroit que Monaco pour profiter des meilleurs rooftops. Entre un panorama sur la principauté et une gastronomie de qualité, on vous a préparé une petite sélection. Sandro, c'est un rooftop d'exception que vous nous offrez là. Qu'est-ce qui plaît à la clientèle? Qu'est-ce qui plaît à la clientèle? Déjà, par sa situation géographique. On est vraiment au cœur de Monaco, avec le port Hercule, avec la vue sur le palais princier, bien sûr, mais surtout avec 2 accès, un quai Kennedy et un rue d'Ostende. On essaie de faire travailler les producteurs locaux. Et on est sur une cuisine méditerranéenne à influence italienne surtout. Justement, pour nous donner un petit peu envie, qu'est-ce qu'on peut retrouver à la carte? Plein de choses. Je vous donne quelques entrées phares de la MOM, l'arancini qui est vraiment notre entrée phare. On a le macaroni truffe qu'on peut retrouver ici. On a le thon mi-cuit aussi. Et en dessert, on a vraiment le cookie qui reste le produit phare de la maison. Vous parliez tout à l'heure de la situation géographique, elle est surtout idéale pour certains événements à Monaco? Oui, pour le Grand Prix de Monaco, on est vraiment au milieu du circuit et surtout pour le Yacht Show aussi. Le Yacht Show qui est un très très gros événement pour nous. Un mot pour résumer l'expérience qui nous attend ici? Je dirais l'excellence de l'hospitalité bien sûr et tout ce qui est surtout le service et le détail qui font partie de notre ADN et sur lequel on met vraiment un point d'honneur. 1000 m² de terrasse ici à Monaco, c'est un luxe. Qu'est-ce que vous avez à offrir à la clientèle? Donc effectivement, c'est un luxe. On a une vue époustouflante sur la place du Casino juste derrière moi. De l'autre côté, mer et montagne. En termes de cuisine, beaucoup de grillades, donc poisson, viande grillée. On travaille beaucoup le poisson cru aussi à Amazonico. Donc Amazonico, c'est l'Amazonie, donc très riche et très coloré au niveau de l'assiette. Justement, pour nous faire saliver un petit peu, quel est le plat le plus phare? Il faut venir goûter la picanha, qui est la brochette traditionnelle brésilienne. On la voit directement ici sur notre grille en cuisine et on vient la trancher directement à table. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de demandeurs. Est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Combien il y a de places? Il est préférable effectivement de réserver à l'avance. On a environ 400 places assises et on fait, pour vous donner une idée, 600 à 700 couverts par soir.
En termes d'animation, qu'est-ce qui se passe ici? Alors il se passe beaucoup de choses. On a ici le live music, donc tous les soirs un band qui change, toujours sud-américain. À l'intérieur, on a 2 DJ par soir. Au niveau du club, on a un autre DJ. Et en plus de ça, il y a des performeurs. Donc ça peut être trompettiste, drummer. Il se passe vraiment beaucoup de choses à Amazonico. Et pour conclure, un mot pour nous donner envie de venir, un mot pour résumer l'ambiance ici? Notre slogan, c'est Welcome to the Jungle. Donc venez faire la fête dans la jungle monégasque. C'est tout pour cet aperçu, on se retrouve très bientôt sur un nouveau rooftop. Des rooftops d'exception à découvrir, à retrouver quand vous le souhaitez en replay sur le site, sur l'application Monaco Info. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous Théo Schumer. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Après un dimanche mitigé en principauté, vous retrouverez des conditions beaucoup plus stables pour votre début de semaine. Dès demain matin, vous vous réveillerez avec du soleil qui restera de la partie pour l'après-midi. Mais attention, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Quelques nuages pourront faire leur apparition ici et là en début de soirée. Signe d'un lendemain également un poil couvert. Côté température en revanche, les journées se suivent et se ressemblent à Monaco. 23 degrés en matinée et jusqu'à 28 l'après-midi. 28 degrés, ce sera également la température de la Méditerranée pour ce lundi. Demain, vous aurez 2 fêtes à souhaiter, celles de nos amis les Natacha et les Adrien. Et comme le veut la tradition dominicale, retour dans le rétro sur notre actualité au fil du temps, en cette période de fin de vacances scolaires et ce, au gré des années en principauté. C'est le flashback de la semaine. Demain, 19h, c'est Julia Vial qui sera à vos côtés pour une toute nouvelle semaine d'actualité sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.